Donc je vous ne le présente plus, c'est Abdel Zahiri qui a été condamné à 4 mois de prison. Alors Abdel, on va revenir à cette fameuse journée où tu t'es rendu au commissariat à Avignon. Est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé en réalité? Alors le 16 janvier, si je me souviens bien, c'était le 16, donc on a eu des infos comme quoi il y allait y avoir des politiques qui allaient inaugurer un truc à la gare d'Avignon. Et le mouvement des Gilets jaunes avait dit que ce serait peut-être important de se rendre présent à cette inauguration et puis de manifester notre envie aussi d'avoir de meilleurs pouvoirs d'achat, etc. Enfin, toutes les revendications que nous portons. Donc on est allé, en fait, arrivé là-bas, on s'est rendu compte que c'était pas la bonne heure, c'était le soir et c'était pas ce lieu-là, c'était un autre. Donc on était une quarantaine, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? Et là, il y a eu deux propositions. La mienne qui était de dire on va aller à la mairie d'Avignon parce qu'il y a le grand livre et on va aller écrire sur le livre qu'on ne veut pas justement de ce faux débat qui allait être mis en place par Macron. Et d'autres ont dit, et si on allait au poste de police pour déposer plainte contre Luc Ferry par rapport à ses propos. Donc la majorité a gagné d'aller au poste de police. Et bien on s'est rendu au poste de police pour justement faire cette plainte collective. Donc on arrive au poste de police, tout se passe bien, on nous explique la démarche à faire, c'était la chef de la police. Et justement à ce moment-là, il y avait aussi un policier que j'ai rencontré un mois avant sur une manifestation des jeunes lycéens et où je l'ai filmé en train en fait d'avoir des violences policières sur des jeunes. Donc des jeunes avaient foutu le feu à des poubelles et tout, la police arrive, les jeunes partent en courant et puis il reste le reste, ceux qui n'avaient rien à voir avec le feu et puis le trouble. Et la police sort et commence à frapper tout le monde. Donc il faut préciser qu'à cette époque-là, tu faisais énormément de live. Donc moi, en fait, depuis le début, et depuis à peu près 23 ans, je fais énormément de live. C'est-à-dire que mon idée, c'était, ma contribution à moi dans beaucoup des mouvements, c'est de montrer cette réalité qui est déformée souvent par BFM, télé, en fait, par les médias traditionnels et même les médias locaux. Donc je vois ce policier-là, et puis donc je m'approche de lui. Alors je ne voulais pas faire de scandale. Je ne voulais pas que ça en fasse en fait une histoire d'État. Je voulais simplement, parce que en tant que victime, c'est le ressenti que j'ai eu, je voulais simplement lui dire que le coup de tête, que j'oublierai jamais en fait le coup de tête qu'il m'avait mis, et je lui ai rajouté c'est pas cool. Et là, quand je lui ai dit ça, lui il me rajoute, il me répond, et moi j'oublierai jamais ta gueule. Donc quand il me répond ça au tac, je lui dis quoi, tu oublies pas ma gueule et qu'est-ce que tu vas faire? Et c'est là où il s'est mis à crier, il m'a menacé, il m'a menacé. Donc au début il y avait du bruit, on ne prête pas trop attention, je continue là, mais 30 secondes après il revient, il m'a menacé, et là il y a eu un petit peu les vidéos que vous voyez, donc tout un cafouillage avec, je me rappelle, des gilets jaunes qui ont été frappés à plusieurs reprises, en sang, etc. Et donc à partir de ce moment-là j'ai été arrêté, 48 heures de garde à vue et puis comparution immédiate. Donc ça, c'est ce qui s'est passé ce jour-là. Alors, arrivé au tribunal, la phrase que j'avais dite, c'est-à-dire j'oublierai jamais le coup de tête que vous m'avez mis, s'est transformé. Il s'est approché, il m'a dit « je vais te casser la bouche ». Et évidemment, pas de témoin. Les caméras ne montrent pas de l'agressivité, c'est que de la parlotte. Et ma parole ne vaut, enfin ma parole ou la parole de n'importe qui en fait, face à un policier qui peut mentir ou pas, ne vaut rien. Mais je voulais juste dire que c'est la troisième fois, c'est-à-dire c'est pas la seule fois. J'ai eu 3 condamnations dans mon CV, j'allais dire. Et à chaque fois c'est outrage, menace et une deuxième fois menace. Et la première menace que j'avais fait, c'est à l'époque, vous savez comment on est, l'injustice totale. Et je dis aux policiers, de toute façon, tôt ou tard, vous le payerez. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, je suis croyant. Et souvent, les croyants, quand ils sont en désespoir un peu de cause, ils disent, tôt ou tard, vous le payerez. Sous-entendu, Dieu vous le fera payer, en fait, tout ça. Et évidemment, ils ont détourné la chose, que c'était une menace, genre, qu'on allait lui faire un guet-apens plus tard. Bon.
Donc voilà, c'est les trois. Voilà ce qui s'est passé. Voilà à peu près mon CV. Oui, ce qui veut dire qu'il est quand même beaucoup plus facile de piéger un gilet jaune en disant il m'a menacé que de dire il m'a frappé. Parce qu'en réalité, tu n'as pas eu de contact avec cette personne-là ce jour-là au commissariat. Mais il ne dit pas que j'ai voulu le frapper. Oui. Lui, il dit simplement il m'a menacé. Il m'a menacé. Voilà. Et ce qui est rigolo en fait, c'est que c'est pas la seule fois. C'est-à-dire que moi, j'ai eu à peu près 13 ou 14 comparutions ces 3 derniers mois. Il y a eu incitation à la haine, apologie terrorisme, envers policiers, diffusion d'images de policiers en civil, ce qui n'existe même pas d'ailleurs, mais voilà. Il y a eu sur des posts que j'ai fait sur Facebook. Et à chaque fois, en fait, c'est tombé à l'eau. Pourquoi? Parce que j'avais toujours une caméra qui filmait tout. Et en fait, la seule fois où à chaque fois j'ai été condamné, c'est quand je n'avais pas de caméra. Ben, une fois, ils m'ont cassé. Et une autre fois, ben, elle ne marchait pas. C'est-à-dire la dernière fois où on est rentré au poste, j'avais une caméra, mais arrivé dedans, il n'y avait plus de réseau. Voilà. Donc, alors, voilà ce qui s'est passé ce jour-là. Alors bien entendu, les questions que je te pose, ce n'est pas comme certaines personnes ont l'air de dire sur Internet, que ce sont des reportages bidons, des questions que je te pose, mais tu m'as demandé que je pouvais te poser n'importe quelle question. Oui. Je t'ai dit que si tu ne voulais pas répondre à une de mes questions, c'est tout à fait ton droit, parce que tu as fait 3 mois de prison, tu n'es pas devant un tribunal, tu as accepté de suite mon interview. Alors je vais te poser quelques questions, mais je répète que si certaines questions te gênent, tu n'y réponds pas. Non, mais il n'y aura aucune question qui va me gêner parce que j'assume jusqu'à maintenant encore tout ce que j'ai publiquement affiché. Voilà. Alors moi, les questions que je te pose en réalité, c'est suite au reportage que tu es sorti donc samedi de prison, hein, puisque j'étais là pour faire ce reportage. Hein. On ne va pas se cacher que je te connaissais avant, que pour moi, ben, tu étais un ami, mais que là, on est en tant, je veux dire, tu es en tant que je t'interviewe, que quelles que soient tes réponses que tu vas donner, pour moi, ça ne changera absolument rien. Parce que moi, ce que je vois, c'est la personne qui est en face de moi. Voilà, je veux dire que je vois autre chose. Et encore, nous, on s'est connus dans les mouvements. Dans les mouvements. On n'est jamais allé manger ensemble. Non. On n'avait même pas mon numéro de téléphone. Non. Et on n'a tu me l'as donné hier. On n'a pas de lien autre que ce qui a été le mouvement des Gilets jaunes. Ouais. Donc, c'est pour ça que je t'ai dit, tu peux te poser, parce que moi, ce que j'ai toujours fait avec les journalistes, c'est-à-dire être le plus honnête. C'est le lapin qui fait du bruit, c'est pas grave. On ne va pas manger du lapin. Alors, moi, il y a une question qui m'a été posée, donc je vais te la poser directement. Est-ce que tu aurais accusé Israël de l'attentat de décembre dernier à Strasbourg? Alors, donc cette vidéo, moi j'ai accepté de la faire. Pourquoi? Parce que dans tout mouvement et dans toute chose, il y a beaucoup de choses qui sont dites, des choses qui sont vraies, des choses qui sont fausses. Donc nous, sur nos comptes Facebook, on a tout affiché. Puis bon, il y a des gens qui vont nous attaquer. Donc là, il y a quelques commentaires, ils sont très peu, ils sont même infiniment ah oui, là, petits. Il y a eu à peu près 350 commentaires depuis samedi, voilà. Et il y en a 3 ou 4 de négatifs. 4 qui vont être négatifs. Donc dans les négatifs, il y a quelque chose qui est récurrent, c'est-à-dire que moi, depuis 23 ans de militantisme, alors je suis extrémiste, je suis méchant, je suis violent, je suis ce que tu veux. Donc c'est pas nouveau ce que tu entends. Ouais. Alors, première question, un des personnes qui laisse un témoignage dit que j'aurais dit que l'attentat de Strasbourg était fait par Israël. Ouais. Bon, d'abord ça c'est faux. Vous allez sur mon compte, il n'y a aucune allusion entre Strasbourg et Israël. Ce que j'ai dit, ce que beaucoup ont dit, et qui avec le recul peut être faux, c'est que souvent, en tout cas, c'est une pratique qui existe, puisque quand on regarde ce que la CIA faisait, ce que le KGB faisait, ce que les services secrets français font, c'est-à-dire que souvent il y a des manœuvres de déstabiliser des pays, des personnes, des lobbies, des multinationales, etc., etc. Donc nous, on sait que ça existe, et du coup, dans notre tête, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, on a toujours des fois cette envie de se dire, et si c'était un peu un complot? Voilà, ça c'est quelque chose qui vient machinalement. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de mensonges et de désinformations qu'on a souvent ce réflexe-là. Donc des fois on dit n'importe quoi, des fois le doute il peut être permis. Notre-Dame par exemple, beaucoup remettent en doute Notre-Dame. Oui, mais ceux qui remettent en doute Notre-Dame, il y a des pompiers,
il y a des professionnels qui travaillent dans la charpente, etc. etc. Donc quand c'est moi, Abdel Zahiri, qui dit c'est louche, on s'en fout. Mais quand je m'appuie sur des témoignages de gens qui sont professionnels et spécialisés, du coup, on pose la question, comment se fait-il qu'un bois qui a presque 1000 ans, comment se fait-il que ce bois-là qui est sec, comment se fait-il qu'on voit des vidéos d'un bois sec de 200 ans où on y met un chalumeau, où on y met plein de choses et on voit que le bois il ne prend pas? Et comment se fait-il que Notre-Dame soit aussi rapidement dans cet état-là? Donc je pose la question. Mais le fait que je pose la question, déjà je deviens complotiste. D'accord. Donc j'ai fait la même chose pour l'attentat de Strasbourg. Strasbourg, Macron est là, il attend quelque chose. Et Strasbourg, il arrive un attentat. Alors quand nous on dit ça, c'est parce qu'on n'a pas encore les infos, on ne voit pas tout, on ne sait pas tout. Et on se dit, premier réflexe, ils font exprès ou quoi? Évidemment, après on voit bien que c'est un attentat. Il y a quelqu'un par terre, il y a eu des morts. Et ce qu'on disait comme étant un doute, ça ne l'est plus. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, ouais, il remet en cause. Alors je ne comprends pas pourquoi il fait le parallèle avec Israël. Parce que moi, je suis très critique sur la politique israélienne et l'État d'Israël. Mais je veux dire, si les Gilets jaunes trouvent que notre police, elle est violente, alors imaginez-vous ce que c'est si on avait des murs, des barbelés, si on était massacrés, si on était tués, si on était spoliés, si on était évacués de nos maisons, etc., etc. Ça, c'est ce qui se passe en Israël. Donc moi, j'ai toujours dénoncé la politique Israël, comme j'ai dénoncé Daesh, comme j'ai dénoncé tout mouvement qui soit islamiste ou tout ce que tu veux, qui utilise la violence pour tuer des civils. Donc, que le gars, il mette Israël et Strasbourg ensemble, ce n'est pas de moi. Donc, quand il dit ça, c'est faux. Ensuite, il m'attaque sur d'autres choses. Oui, tu attaques sur notamment que tu aurais de la haine envers Simone Veil. Pareil, il me parle de Simone Veil. Moi, Simone Veil, d'ailleurs, est Johnny Hallyday, qui m'a valu d'être aussi censuré par Facebook. Pourquoi? Parce que Johnny Hallyday, quand il est mort, c'était une vague d'indignation. Mais moi, ce qui m'avait indigné de Johnny Hallyday, c'est que pour échapper au fisc français et pour ne pas payer les impôts en France, il a dû aller en Belgique. Et il a dû se mettre une naturalisation là-bas et en Amérique. D'ailleurs, on voit le scandale que ça a fait. Oui. On ne sait même pas s'il est américain ou français, etc. Et ça me révolte. Pourquoi? Parce que quand un peuple entier est derrière une idole, et que tu apprends que cette idole, il échappe au fisc et au fait, à contribuer aussi à ce pays qui a fait ce qu'il est. J'ai été triste pour lui, et surtout que pareil, lui comme Simone Veil, était très 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 pro-Israël. Donc moi je me dis, regardez, moi je suis Abdel Zahiri, je fais des repas pour les sans-abri pendant 5 mois depuis 5 ans, 200 repas par jour, ça nous coûte presque plus de 40 000 € que nous-mêmes on finance, nous avec les dons des gens. On fait tout ce qui est de l'entraide des jeunes, l'accompagnement scolaire et tout. On fait tout ce qui est autour d'un club de foot, du bénévolat pour que les jeunes ne soient pas dans la drogue, etc. Imaginez tout ce que je fais, ça c'est bien, et que vous appreniez que je suis sympathisant de Daesh. Voilà. Abdel Zahiri qui est super, sympathisant de Daesh. Quand je vais mourir, vous allez dire quoi? Vous allez dire que j'étais super, ou vous allez dire que c'était honteux ma position par rapport à Daesh? Eh bien voilà le cas de Simone Veil et le cas de Johnny Hallyday. Mais pourquoi est-ce qu'on dit que c'est honteux? Parce que comme on s'en fout en fait que les gens soutiennent Israël parce qu'Israël c'est loin, parce qu'on s'en fout des Palestiniens, on se dit c'est honteux qu'il ait eu une position comme ça. Mais non, jusqu'à aujourd'hui, je l'affirme, Simone Veil, elle peut avoir fait tout ce qu'elle veut pour les femmes, les avancées, c'est bien, mais sa position et son soutien à Israël fait que jusqu'au bout, elle aura soutenu la mort de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants, voilà, dans la manière la plus cruelle. Donc moi j'invite les Français à aller taper le conflit israélo-palestinien et à voir qu'est-ce que c'est que vraiment la condition de vie de ce pauvre peuple qui est, dans le déni de la plupart des démocraties. On parle de liberté des droits de l'homme, on parle de tout ça, et en fait on refuse à ce peuple-là le droit lui aussi de vivre décemment sans être massacré et tout. Donc voilà par exemple Simone Veil, voilà sur quoi on m'attaque aussi. Alors on t'attaque aussi, je fais que dire ce que moi j'ai reçu et ce que j'entends, parce que depuis que je fais des reportages, puisque j'ai à peu près 90 reportages, dont on s'est rencontrés plusieurs fois sur les ploins où il y avait justement ou des blocages ou des filtrages ou quoi que ce soit, qui n'a rien à voir d'ailleurs avec les Gilets jaunes, on dénonce que tu serais contre le mariage homosexuel et que tu serais homophobe. Ça va plus loin, voilà. Oui, voilà. Homophobe. Voilà. Bon,
là aussi, je veux dire, c'est un secret pour personne. Le mariage pour tous, c'est un choc. C'est un choc pour la France entière. C'est un choc qui a nécessité des heures et des heures de débat, qui a nécessité des centaines de manifestations, des millions de gens dans la rue. Donc moi, en tant que citoyen français, comme tout le monde, j'ai une position que j'ai toujours affirmée parce que je pense qu'en tant qu'homme public et en tant qu'homme de foi, c'est de ma responsabilité, lorsque je vois une aberration, parce que pour moi c'est une aberration, que de dire ce que j'en pense. Je l'ai dit, mais j'ai expliqué que être contre le mariage pour tous, c'était pas être contre les homosexuels. C'était pas vouloir la mort des homosexuels, la lapidation des homosexuels, vouloir que les homosexuels... Non. C'est plutôt l'idéologie qu'il y a derrière. Pour moi, un homme et une femme, c'était la base et c'était les repères. Voilà. Beaucoup de gens ont dit, ou disent peut-être maintenant, que non, je suis arriéré, je suis archaïque et tout. Peut-être, j'accepte. Peut-être je suis arriéré, peut-être je suis archaïque. Mais jusqu'à ma mort, je ne serai jamais je serai toujours quelqu'un qui aura comme repère le papa, la maman et l'enfant. Alors je sais, maintenant on va aller dans une société où des homosexuels auront des enfants, pourront les procréer, etc. Il n'y a pas de problème. Ils feront ce qu'ils ont à faire. Je ne serai jamais quelqu'un qui appellera à la violence des homosexuels, etc. Mais je serai toujours quelqu'un, lorsqu'on lui posera la question, lorsqu'on lui demandera, qui dira non. Et quand je dis c'est une aberration, parce qu'on ne peut pas être contre ses principes et ses valeurs. Moi je suis un homme de foi, je suis croyant, et en tant qu'homme de foi, et d'ailleurs dans toutes les religions c'est comme ça, et même le Dalai Lama, et même dans les philosophies bouddhistes, etc., le mariage homosexuel est interdit. Donc on peut dire que nous sommes fous, etc., mais on a le droit d'être contre le mariage pour tous. Maintenant, ça ne sera pas plus qu'une position que j'ai. Voilà. Moi, quand je vois des homos, je vais faire comme quand je vois des hétéros. Bonjour monsieur, je serai poli, je serai courtois. Et si il fallait que demain j'aide des personnes qui sont dans la rue, qui sont homosexuelles, et c'est déjà arrivé, on le fera. Si on vient me demander de l'aide et que la personne est homosexuelle, je le ferai. Mais si on me dit ta position sur l'idéologie de principe, pour moi c'est un homme et une femme. Ok. Toi, pour toi, tu as du mal à concevoir qu'un enfant, avec les techniques qu'il va y avoir maintenant, puisse être élevé par deux hommes ou par deux femmes. Non, élever, c'est rien. On sait très bien que des homosexuels peuvent aussi bien élever des élèves. C'est pas le problème de les élever. C'est le problème de tout ce qui est autour de quel est le repère finalement que nous avons depuis la nuit des temps. Comment est-ce que l'humain se perpétue? Mais parce qu'il y a un homme et une femme. Donc les gens pensent que ça ne va pas déstabiliser la société. Pour moi, il va y avoir plus tard, pour moi ça sera compliqué, tous ces enfants qui vont naître sans père identifié, sans mère identifiée. On a des papas maintenant qui vont en Afrique payer une dame pour avoir un enfant. L'enfant est pris directement, il n'a aucun lien avec la mère ni rien. Vous imaginez des enfants qui n'ont plus de lien avec la mère ou plus de lien avec le père? Moi, je ne connais pas. Et moi, en tant qu'homme de foi, je pense que c'est une catastrophe. Maintenant, les gens, ils ont décidé, ils ont voté, ils ont choisi. Faites. Alors, sur les messages que je reçois aussi, comme ça, on aura fait à peu près le tour de tout ce qu'on voulait faire ensemble. Bien entendu, comme je le dis, tu n'étais pas au courant des questions que j'allais te poser. Je vais t'en poser une dernière, comme quoi, pour toi, la femme, elle est au foyer, elle ne doit pas y être ailleurs. Alors, jamais de la vie. Alors, pour justement aller sur cette question-là, je viens de voir que tout à l'heure, ta femme, on est dans un vestiaire de foot, puisque tu t'occupes des entraînements des jeunes, elle était là. J'ai déjà croisé plusieurs fois ta femme, et à ma connaissance à moi, elle n'est pas, je veux dire... oui. Déjà, quand j'étais en prison, ma femme, elle a géré 17 éducateurs. Voilà. Elle est là, ma femme n'aimait pas le foulard. Ma femme n'est même pas une pratiquante rigoureuse, ou même pas pratiquante beaucoup. Je veux dire, elle va faire ce que beaucoup de gens font, elle fait le ramadan parce que c'est aussi ce qui est dans notre culture. Voilà. Donc moi, si déjà j'étais extrême et si j'étais position comme ça, je serais plus, j'allais dire, peut-être plus autoritaire, j'empêcherais d'être avec des hommes, d'être le foulard, donc voilà. Donc tout ça, évidemment, dans la réalité, c'est pas vrai. Ensuite,
que la femme doit être à la maison, bon, là aussi, il faut sortir. Vous savez que j'ai sorti ça, pourquoi? Depuis 23 ans que je suis militant, s'il y a une chose que je peux dire avec beaucoup de facilité, c'est que ce sont les femmes qui ont porté toutes les luttes pratiquement que j'ai portées. Voilà. Que ce soit l'accompagnement scolaire, c'est toujours les femmes qui sont là pour aider les petits pour l'accompagnement scolaire, et en même temps tout le travail qui est fait au niveau des écoles. Que ce soit quand il a fallu dénoncer les massacres de masse, que ce soit au Yémen, que ce soit au Mali, que ce soit en Palestine, que ce soit les chrétiens d'Orient, que ce soit tous ces trucs-là, quand on a appelé les gens à venir dans la rue, ce sont les femmes qui étaient là. Donc, dire que les femmes doivent être à la vaisselle et au truc, c'est un non-sens, parce que ça voudra dire en fait que je vais mener des mouvements dans lesquels en fait je serai pratiquement seul, puisque c'est les femmes qui composent 90% de nos mouvements. Donc ça fait partie de ces choses, mais comme il n'y a pas de journalistes qui viennent nous donner la parole, comme il n'y a pas de gens, et comme Internet c'est tellement facile et un défouloir, donc forcément tu peux voir des aberrations. D'ailleurs, ceux qui m'attaquent là maintenant, en grosse partie, n'ont pas de visage, sont des faux comptes et ne sont pas identifiables. Donc là, je réponds parce que de manière générale, toi en tant que journaliste, tu m'as demandé est-ce qu'on peut faire un droit de réponse, je t'ai dit oui, mais je veux dire, on n'aurait pas répondu, c'était pareil. Des gens qui ne disent pas leur identité ni rien, je veux dire, peut-être ils valent rien d'autre que le silence. Oui, mais enfin, moi j'ai voulu un petit peu que tu t'exprimes aussi, parce que si tu veux, à travers toi, ils m'ont attaqué moi aussi, en disant, au lieu de faire des reportages bidons, ne fréquentez pas, cette personne n'est pas fréquentable, ça donne une belle, et surtout ce qui m'a choqué, c'est que la personne termine aussi en disant, ça donne une belle image des gilets jaunes. C'est-à-dire que moi je ne vois pas quelle image négative tu peux porter aux gilets jaunes. Alors, dans les gilets jaunes, il y a très peu, mais il y a quelques-uns où j'ai entendu des critiques sur moi. Un peu de ce style. Et moi, ce que j'ai répondu aux gars, c'est simple. Alors, il faut m'expliquer pourquoi il y a autant de sympathie, autant de gens, autant de milliers de gens qui nous suivent depuis toutes ces années. Si je suis ce qu'ils disent, les gens, ils auraient dû le découvrir et partir. Ou alors, je suis formidablement un fourbe et un comédien hors pair, pour cacher pendant des années que je suis un extrémiste, que je suis un dangereux, un violent, etc. Ou alors, il y a la réalité, c'est qu'il y a des préjugés et qu'il y a des gens qui peut-être sont là pour diviser. Qu'est-ce que j'en sais que ce n'est pas un policier, quelqu'un de l'État ou quelqu'un qui m'aime pas, je ne sais pas moi qui c'est qui dit ça. En tout cas, c'est faux de sous-entendre que ma personne à moi est une personne mauvaise. Je me trompe, comme tout le monde, mais dans le mouvement en tout cas des Gilets jaunes, ce que j'ai toujours fait depuis le départ, ce n'est pas de prendre le porte-parole ou le chef. Je ne me suis jamais inscrit dans les élections qu'il y avait pour devenir porte-parole ou référent, jamais. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai apporté la petite compétence que j'avais, c'est-à-dire l'animation, faire des réunions, lorsqu'il y a des litiges, mettre un peu un cadre, c'est-à-dire chacun a le droit de parler, voilà, et puis surtout faire en sorte qu'on arrive à dépasser ces problèmes-là. Et petit à petit, beaucoup de gilets jaunes ont tellement confiance en moi que autour de moi, il y a tout un mouvement de gilets jaunes, en tout cas au niveau local, qui sont dans ce lien d'affection et aussi dans ce lien de travail. Donc moi, je compte pour la cause des gilets jaunes, faire en sorte que ce lien que j'ai avec les gilets jaunes, il se renforce et en même temps il s'amplifie, voilà. Mais ce n'est pas pour un crédit spécial. Je veux dire, ça ne va rien m'apporter de plus d'être chef des gilets jaunes à part des problèmes. Oui. Je veux dire, chef des gilets jaunes, ça veut dire que c'est les problèmes. Les gens, ils ne savent pas. Or, moi, je n'oublie pas le but de la cause, quoi. Le but de la cause, c'est que nous sommes un pays divisé, un pays qui se replie et qui se monte en communauté, et que le mouvement des Gilets jaunes, il permet à la fois donc de lutter pour ce monde meilleur, pour cet honneur des travailleurs, et surtout pour se vivre ensemble. Donc si on ne peut pas avoir un monde meilleur, si on ne peut pas avoir l'honneur des travailleurs, eh bien je ne me résous pas à avoir peut-être au moins un meilleur vivre ensemble. Voilà, il y a des gens qui votent FN, il y a des gens qui votent FN, et pourtant, ces gens qui votent FN, je peux dire maintenant que ce sont des gens que j'aime beaucoup, avec qui je suis ami, etc., etc. Donc je me dis, si des gens des FN et des Arabes, des Noirs,
des Français de je sais pas où arrivent à travailler ensemble autour de notre cause, ben ça veut dire que demain, au lieu que ce soit autour du pouvoir d'achat et tout, on continuera à garder ce lien pour fraterniser encore plus et surtout pour casser cette tendance à aller vers un repli chacun de soi, quoi. Donc c'est pour ça que dans les quartiers populaires, je travaille aussi beaucoup à travers ces lives pour que les quartiers populaires voient que malgré tout, ces gilets jaunes, en fait, ils ont quelque chose de profondément humain et attachant. Comme nous, en fait, dans les quartiers populaires, on croit que c'est que des voleurs, de la racaille et tout. Et en fait, dès qu'on braque des caméras dessus, on se dit que c'est des gens qui sont aussi attachants. Parce qu'il y a des réalités, il y a des souffrances, il y a des paradoxes, il y a des... Eh ben, c'est un peu pareil que les gilets jaunes. Il y a des gens, ils votent FN et pourtant ils sont potes avec nous. Donc, on se dit, ben, c'est comme ça qu'on dépasse les paradoxes. Et dans le mouvement des gilets jaunes, il y a des homos. J'en connais, je suis très pote avec eux. Donc, tu m'as lancé la perche pour la dernière question que j'allais te poser et que, bien entendu, tous les internautes attendent. Est-ce que tu vas continuer tes lives? Écoute, alors, évidemment, d'abord que je ne vais pas les arrêter parce que les lives, il faut imaginer que nous sommes à tout casser peut-être 100 000 dans la rue. On fait des lives où il y a 500 000 personnes. Ça veut dire que nos lives, le fond de nos lives, c'est faire en sorte que quand on entend que les Français soutiennent, un Français sur deux soutient les Gilets jaunes, c'est tous ces lives qui viennent apporter matière grise. Si tu regardes BFM et iTélé, les Gilets jaunes, tu les soutiens plus. Mais si tu regardes les lives, tu viens de te dire, mais ces gens sont... C'est exceptionnel ce qu'ils font. Enfin, c'est des pauvres gens. Certes, ils ont faim, mais même en ayant faim, même en militant pour eux, ils militent aussi pour les autres. On milite aussi pour les précaires, ceux qui ont des petits, les handicapés, les chômeurs. Les chômeurs, ils ne sont pas en masse avec nous. Les gens de quartier ne sont pas en masse avec nous. Et on milite pourtant avec eux. Alors le cri que vous entendez là, c'est la perruche. Parce qu'ici, on a un peu des animaux. On fait venir des animaux histoire de sociabiliser un peu tout le monde. Donc évidemment que je vais continuer non seulement les lives, mais je vais continuer aussi à amplifier la lutte. Avec cette réalité, c'est qu'on peut encore être attaqué. Et ça, ma famille et beaucoup de gens, ça leur fait mal quand ils disent « il peut encore être attaqué, il est toujours là ». Mais quand on est à ce niveau de dépassement, eh bien, si j'arrête, je meurs en fait. Je peux tout arrêter, mais je meurs. Ben écoute, Abdel, je te remercie de m'avoir fait cette interview en exclusivité. Merci tu sais que la chaîne... Je voudrais juste dire un truc sur toi, ce qui est très important, c'est... Bon, tu vas être attaqué, toi aussi en tant que journaliste. Oui, mais je suis attaqué, Moi, ce que je veux dire, c'est que c'est formidable le travail qui est fait par toi. Pourquoi? Parce que tout le monde a des téléphones, fait des lives et tout. Mais prendre des caméras qui valent cher, aller faire du bénévolat, faire des heures de montage derrière, et faire ce travail intense, eh bien ça, c'est pas tout le monde qui le fait. Et c'est ça aussi qui apporte une autre dimension parce que vous faites des montages, faites des coupages et tout. Du coup, vous amenez des choses un peu essentielles que dans nos lives, peut-être, il n'y a pas. Et du coup, moi, je trouve que c'est extraordinaire ce que vous faites. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de gens un peu comme toi parce que l'âme des Gilets jaunes, c'est en fait à travers aussi tous ces indépendants journalistes qui tracent cette vérité. Donc, merci à vous. Merci Abdel, tu vas me faire rougir. Non, merci. Voilà, merci à tout le monde, au revoir. Alors l'interview que je vous ai proposée aujourd'hui, c'était l'interview de Abdel Zahiri. Vous avez vu que Abdel Zahiri a répondu à toutes les questions que je lui ai posées. Je répète à nouveau pour des personnes qui sont mal intentionnées que cette interview n'était pas avec des questions qu'il avait vues avant. Ce sont des questions, il s'est livré à cœur ouvert. Bien entendu, il va être critiqué, je vais être critiqué. Écoutez, il est très facile de critiquer derrière un ordinateur. Pour les personnes qui continueront à me critiquer, je vous invite à venir samedi sur la manifestation de Marseille et surtout sur celle du 1er mai où j'y serai aussi bien entendu. Et là, peut-être que ça sera beaucoup plus difficile de critiquer quand on est au milieu des charges des CRS, de la gendarmerie mobile et des LBD 40 et des lacrymogènes. J'espère que cette interview sur Abdel vous aura fait comprendre beaucoup plus de choses sur lui et il s'est livré vraiment à cœur ouvert. On se retrouve très vite pour un prochain reportage.